Merci à vous. Je ne vais évidemment pas conclure, ou même pas tenter de conclure. J'ai juste une impression générale avant de vous laisser le mot de la fin, qui sera un exercice libre, concevez-le comme tel. Et la seule attente qu'on puisse avoir à votre égard, Monsieur Cauchois, c'est que vous vouliez bien essayer de mettre en perspective cette journée et nous laisser supposer que nous avons encore à faire et encore quelques jolis chantiers devant nous auxquels le Fonds français pour l'alimentation et la santé pourrait prendre part. L'impression générale, assez floue finalement en même temps, que j'ai à ce stade, c'est que nous sommes face à une innovation. C'est une innovation comme une autre, mais c'en est une. Elle s'appuie sur de l'immatérialité en plus pour l'homme. Et c'est toujours pareil. Lorsque l'innovation est là, eh bien, nous avons toujours on porte un regard hésitant sur le fait de savoir si elle constitue ou non en elle-même un progrès, ou si elle en préfigure. Et on voit bien qu'il y a finalement deux bras, ceux qui croient fermement qu'il s'agit d'une avancée, d'un progrès pour la collectivité, et ceux qui sont habités par le doute. Alors je ne vais pas vous trier, je vais simplement considérer que c'est à ce stade, me semble-t-il, un élément, une espèce de pré-conclusion, et laisser la parole pour poursuivre et pour mieux analyser cette journée, non pas seulement cet après-midi, à Franck Cauchois. Merci. Ce que je voudrais, c'est souligner cinq enjeux qui émergent un petit peu de ce qui s'est discuté aujourd'hui. Le premier, c'est que en arrière, c'est des enjeux un peu implicites, c'est-à-dire que les points ont été abordés, mais pas en tant que tels. Un premier enjeu, c'est qui a la maîtrise de cette dématérialisation. On a vu, il y a différents acteurs qui se sont exprimés. Et derrière leurs interventions, on comprend qu'il y a des enjeux de positionnement de ces acteurs. En fait, on se rend compte que suivant qui maîtrise, finalement, le rapport de force change entre autorités publiques, citoyens, entreprises. Et c'est vrai que pendant assez longtemps, les autorités publiques ont bien régulé l'emballage, par exemple. Donc maintenant, c'est un peu corseté et on voit que certains prennent le pas sur la dématérialisation, mais aussi mettre le doigt dans un engrenage où on va leur demander en anglais on dit disclose, de libérer de plus en plus de choses, et donc l'avantage qu'on prend un moment, on peut le perdre à la fois suivante. Donc justement, ça m'amène au deuxième point, qui est que la dématérialisation de l'information pose la question d'une sorte de multi-packaging. Parce que souvent, en fait, quand on aborde l'emballage, on pense que c'est une institution, un objet assez simple, qui est sous l'entier contrôle des entreprises. Et en fait, non. Je veux dire, il y a plusieurs personnes qui s'adressent aux consommateurs à la surface des emballages. Et finalement, là, on voit que la dématérialisation multiplie finalement ce caractère déjà pluriel des emballages. Et c'est ce qu'on a vu avec, on ajoute des avis d'experts, ce qui n'était pas présent autrefois sur les emballages. On a Open Food Facts, les applications nutritionnelles. Enfin, on a vu tout ça aujourd'hui. Un troisième enjeu, c'est un autre enjeu qui est plus temporel, celui-là, sur la question d'un packaging flexible. Puisque jusqu'à présent, je veux dire, on a mis quelque chose dans une boîte, on imprime les choses, et tant que la chose est dans la boîte, ce qui le qualifie du dehors reste le même. Et ça avait été souligné tout à l'heure par Daniel Nero. En fait, il y a une sorte de découplage. Hein, et c'est quelque chose... Et finalement, ces potentialités-là ne sont pas complètement exploitées. On pourrait très bien imaginer, par exemple, qu'en situation de crise sanitaire, finalement, on change les informations pour redécrire le produit en fonction de l'actualité, etc. Et vous allez voir qu'il y a des opérateurs qui permettent de tracer le lien à partir de l'emballage physique vers ces informations dématérialisées. C'est de ça que je vais plutôt parler. Donc il me reste deux enjeux que j'ai encadrés parce que c'est ceux sur lesquels je vais insister. Le premier, c'est que cette dématérialisation pose la question de l'interactivité de l'emballage. Hein. C'est-à-dire que on voit arriver ce que moi j'ai appelé dans un ouvrage que j'avais consacré à cette notion, l'émergence d'un self-marketing, au sens, par analogie avec le self-service. Autrefois, on vous servait, et puis après, les gens ont appris à prendre les choses eux-mêmes.
Et maintenant, on voit que les gens, en fait, ils font leur propre marketing. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des informations. Et ça c'est une grosse rupture. Parce que jusqu'à présent, l'information commerciale, c'était unilatéral, unidirectionnel, très polluant, en fait, d'un point de vue cognitif, parce qu'il faut arroser beaucoup de gens pour en séduire quelques-uns, hein, attraper ou séduire, enfin, je vous laisse choisir le bon mot, alors que là, on voit que les gens, finalement, participent à l'information commerciale en allant chercher les informations. Et donc, du coup, le consommateur, c'est un peu ambigu, il est plus docile, puisqu'en fait, il se prête à la communication commerciale, mais il est aussi plus réflexif, parce qu'il se pose la question de ses critères, etc., comme on l'a vu, et voilà, on a tous ces enjeux autour de ce point. Donc, je vais pas mal parler, moi, de ce self-marketing dans les minutes qui viennent. Et le dernier enjeu, c'est celui de la question du statut et de l'usage des traces. Parce que lorsqu'un consommateur, surtout avec des applications, lit des informations dématérialisées, ça laisse des traces. Il y a beaucoup de données qui sont recueillies et on peut faire des tas de choses avec ces données. Voilà. Et ça, c'est aussi un enjeu qui mérite examen. Donc, c'est sur ces deux choses que je vais poursuivre. Et je vais poursuivre en m'intéressant à quelque chose, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on passe d'un basculement. C'est matériel et maintenant, on est dans le dématérialisé. Mais en fait, souvent, les deux sont complètement connectés. J'ai un emballage et de mon emballage, je peux avoir plus d'informations dématérialisées. Donc, moi, je vais m'intéresser au petit opérateur qui permet la bascule, au code barre bidimensionnel dont on n'a pas beaucoup parlé. Voilà. Donc moi j'appelle ça, ces codes barres bidimensionnels qui sont, j'en ai mis de deux types là dans le coin, ça relève d'un ensemble plus vaste de dispositifs que moi j'appelle des curiositifs, c'est-à-dire qu'ils jouent sur la curiosité. Donc, maintenant vous comprenez mieux la comète, en fait, c'est ces choses qui permettent de se brancher au loin. Hein. Donc, en fait, il y a, vous savez, c'est une application, là, enfin, je n'ai pas le temps, je ne veux pas perdre du temps à commenter tous les objets. Là-bas, c'est une vitrine interactive. Ça, c'est un système qui permet de décoder les images, donc se passer des codes. Et vous connaissez tous Shazam, cette application qui permet, j'entends quelque chose, ça reconnaît immédiatement. Et donc, voilà, c'est toute une écologie de dispositifs comme ça qui permettent aux gens d'aller chercher de l'information commerciale. Et donc, c'est cette émergence de ce self-marketing comme il y a du self-service. Donc, je voudrais montrer que ça pose quand même un certain nombre de défis. Donc, alors, c'est une vieille enquête, donc ça c'est un défaut, elle date de 2009. En même temps, on était parmi les premiers à avoir fait une enquête empirique en France sur l'usage des codes barres bidimensionnels. Et on a fait une enquête sur l'inclusion d'un dispositif de ce type sur des bouteilles de vin. Alors, mon exposé, en fait, il va se dérouler en 3 temps par rapport à ça. D'abord, ça joue sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ensuite, de dire que sans self, il n'y a pas de marketing. C'est-à-dire, en fait, c'est à la fois puissant mais fragile, parce que si les gens vont rien chercher, ben en fait, finalement, vous avez manqué votre coup, parce que vous avez de l'information à donner, puis personne ne va la chercher. Et donc, il faut estimer la propension à la curiosité. Parce que, ça ne dit rien, le petit code bidimensionnel. Ça ne prend de sens qu'à partir du moment où les gens le lisent. Voilà. Donc, ça, c'est juste un peu de théorie, mais tout à l'heure, on avait mis Akerlof et les Lemons. Donc, c'est ce point sur l'économie de l'attention qui est très important sur les marchés. En fait, on a dit saturation, donc il faut économiser l'attention. Hein, mais après, une fois que les gens ont manifesté de l'attention pour des produits, ça se vend. Hein, et c'est dans la presse, on vend les profils des lecteurs, etc. Donc il y a beaucoup de littérature avec Internet sur l'économie de l'attention, c'est-à-dire au sens, c'est un business, hein, de vendre des clics, tout ce système de mesure. Et les QR codes, ils introduisent un troisième truc qui n'est pas couvert par la littérature, qui consiste à exciter l'attention. Et à l'économiser aussi. C'est-à-dire qu'un QR code, ça ne vous dit rien. Donc, du coup, ça évite la saturation. D'accord ? Donc, on économise. Au lieu de mettre sans arrêt des informations, là, on ne met plus rien. Et en même temps, on l'excite parce que ne mettant rien, les gens veulent savoir. Hein ? Donc, il y a un rapport à la curiosité. Alors, donc, du coup, ça repose sur 3 ruptures. Une rupture visuelle, parce qu'on a une information vide par rapport aux informations standards qu'on connaissait, une rupture temporelle, parce que là, c'est nouveau aussi. Pour choisir, il faut choisir. C'est-à-dire, pour comparer 2 choses, il faut en prendre un.
le décoder, donc commencer à le consommer d'une certaine manière. Ce qui n'est pas du tout de regarder deux choses à égalité. Hein. Et puis la troisième chose, c'est cognitif, puisqu'on a une espèce de packaging séquentiel où les informations sont révélées par couche. Voilà. Donc, évidemment, on peut faire des discours commerciaux, hein, dire que c'est un gros potentiel. On clique sur le monde réel. Il n'y a plus ce truc, d'abord je choisis, j'applique mes critères, ensuite je vais dans le magasin. On peut faire les deux en même temps. On peut décoder, c'est une sorte de plaisir de résoudre des énigmes. Laissons la sérendipité, c'est trop long à expliquer. Et puis aussi, on renouvelle l'information commerciale. Comme je vous l'ai dit, ça devient optionnel. Hein, pas sorte de, c'est moi qui veux plus d'informations. Je peux laisser tomber, ne rien faire. On fait la moitié du chemin, c'est-à-dire on est complice de la relation marchande, puisqu'il soi-même on fait, donc on ne peut plus se plaindre. C'est ça rend les gens finalement très dociles. Ça fabrique des smartphones, parce que le truc, c'est plus simplement des consommateurs, c'est des consommateurs plus leur machine. Et ça, c'est très important, parce que pour comprendre le comportement, il faut comprendre aussi le comportement de la machine. Je vais y revenir, et donc si ça marche, on a une self-marketing society. Cela dit, ça, c'est une sorte d'argumentaire commercial. Il faut bien sûr se regarder ce qu'il en est à l'épreuve des faits. Hein. Est-ce que ça marche, hein? Alors, voilà, vous avez quasiment rien, et donc vous voyez, il faut voir l'effet de surprise, parce que je vous prends ce cas, mais vous ne saviez pas ce qu'il y avait derrière. Cliquons. Hein. Donc, si je clique, j'ai 4 choix, donc je peux authentifier la bouteille, c'est un peu long à vous expliquer, donc je peux avoir des informations sur le vin, je peux connaître des informations sur le terroir, et même avoir des témoignages de vignerons. Hein. Donc, si je authentifier le vin, là, ici, si je fais la pub, c'est pour une entreprise de Montauban qui a beaucoup de succès, qui s'appelle ProofTag, et qui a inventé des empreintes digitales synthétiques. Donc, si là, c'est des bulles qui sont serties dans un polymère, c'est complètement unique. Et ça a été photographié lors de l'embouteillage, donc si vous cliquez, vous pouvez vérifier que la photo est bien, donc vous êtes sûr que cette bouteille, elle n'est pas falsifiée. Pour les vins très haut de gamme, ça a du succès fou, et ils l'achètent sans en faire la publicité, hein, c'est vraiment un dispositif. Et vous voyez qu'on sort aussi un point par rapport à un point aujourd'hui, j'étais frappé ce matin, on a beaucoup parlé de standardisation, c'était une approche de dématérialisation vraiment de professionnels, de back-office, de logistique, de formatage, de savoir les bons tableaux, faire circuler les données. Et pas du tout à un moment, cette dématérialisation, c'est produire des informations qui ne rentrent pas dans ces cases. Et ça, ce n'est pas dans ce qu'on a discuté ce matin. Hein. Et c'est complètement dématérialisé. Hein. Vous pouvez donc après, vous pouvez avoir des tas de trucs sur le vin, vous pouvez naviguer sur Google Maps et regarder la parcelle, etc. Et vous pouvez faire parler le bonhomme. Mais en fait, c'est beaucoup plus riche que ça. Donc je reviens en arrière, et vous voyez tout le danger. L'information en question, elle est très riche, mais vous n'en saviez rien. Donc, vous avez juste ça, et ensuite vous basculez dans un monde. Hein. Donc là, je prends juste, je fais un chemin là. Donc, sur le vin, je clique, et en fait, j'avais mis le premier écran, mais il y en a d'autres. Et après, si vous prenez juste, vous cliquez sur un cépage, enfin, on bascule dans ça, c'est des trucs de géotraçabilité du vin, où vous savez dans votre bouteille combien de soleil elle a reçu, etc. C'était ces informations-là, c'est pas du tout des informations type com marketing, ça a été développé par les vignerons eux-mêmes pour la vinification scientifique. Mais ils avaient tellement d'informations à mettre à disposition qu'ils ont utilisé le QR code en disant peut-être ça peut avoir un intérêt pour les consommateurs. Voilà la promesse, si vous voulez, mais que vous ne pouvez pas avoir si vous n'êtes pas un peu curieux. Okay. Maintenant, est-ce que ça marche? Donc, on a fait 2 enquêtes. On a fait une enquête par questionnaire, et à l'époque, en disant si votre téléphone permettait de lire le petit code qui est sur l'étiquette jaune là-bas à droite, est-ce que vous le feriez? Alors, je ne vais pas commenter toutes les cases du tableau, je n'ai pas le temps. Mais en fait, le seul truc que je vais commenter, c'est ce que j'ai mis en rouge. Parce que ça, on demande aux gens, est-ce que vous seriez enclin à cliquer sur l'information? Et il y a 3 catégories, des gens qui d'habitude nous disent, moi je ne cherche pas trop d'informations sur le vin, je ne lis pas des revues, etc. On avait défini une échelle comme ça.
Et c'est très intéressant de voir qu'il y a 8,6% des gens qui ne sont pas intéressés par les informations sur le vin qui activeraient le QR code. Là, vous avez une mesure pure de la propension à la curiosité. Je le fais, en fait, je ne suis pas intéressé, mais il y a un truc, là, je veux quand même savoir. Hein. C'est très faible. D'accord ? Donc, vous voyez la fragilité de ces opérateurs à l'accès à l'information dématérialisée. Hein. C'est très faible. Une autre chose, ensuite, c'est... après, on a fait des focus group. Et on a pris des gens qui étaient technophiles, des gens qui étaient des clubs de nophiles, donc des gens qui connaissaient très bien le vin. Et en fait, là, on s'aperçoit que c'est une catastrophe totale. C'est-à-dire vous voyez, les déclarations, ça, c'est des propensions à faire. Si vous regardez d'autres cases du tableau, vous verrez qu'il y a grosso modo la moitié des gens qui veulent bien. Donc, c'est pas top, mais c'est pas mal quand même. Mais en pratique, même ceux qui veulent, ils n'y arrivent pas. Hein. Comme on l'a dit une dame là tout à l'heure, c'est long, c'est compliqué, il faut qu'il y ait une bonne connexion. En plus, les téléphones, ils projettent leur propre ombre, donc ça ne marche pas bien. Il faut naviguer, je ne sais pas combien d'écrans avant de... Donc, en magasin, ça ne marche pas. Et en fait, pourquoi ça ne marche pas? Alors après, des gens de marketing qui feraient une étude diraient « Ah ben oui, donc du coup, les consommateurs... » Mais non, ce n'est pas les consommateurs qui ne marchent pas, c'est les téléphones. C'est donc du coup ceux qui résistent, tout truc on demande toujours aux sociologues, dites-nous l'acceptabilité sociale, est-ce que la résistance des consommateurs. Mais aujourd'hui, les consommateurs, ça n'existe plus. On n'a que des hybrides. Hein. On a des gens avec des machines, et le comportement des machines doit être interprété autant que celui des personnes. Hein. Voilà. Parce que nous, nos consommateurs, ils avaient envie, et leur téléphone était myope, mauvais, voilà, traînard. Donc après, un autre, deuxième, je ne sais pas combien il me reste de minutes. 5 je voudrais très rapidement basculer de l'envers du décor, parce qu'actuellement, on travaille avec une start-up qui s'appelle Unitag, qui vend des services autour des QR codes. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui lit un QR code, les informations sont récupérées. C'est assez intéressant. Par exemple, là, vous voyez sur une campagne pour une espèce de barre chocolatée, donc en abscisse, ce sont les jours, donc c'est sur 2 ans, en fait. Hein. Et on voit ce côté très... ça accompagne les produits. C'est-à-dire, ce n'est pas comme les campagnes de pub où on a un pic et puis après, ça se tasse très vite. Là, c'est un rapport continu à l'information commerciale. Ensuite, d'autres choses qu'on a fait aussi, c'est on a regardé les doublons. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une personne a lu plusieurs fois le même code, comment ça se répartit par campagne. Et donc, on voit des choses assez intéressantes qui tiennent à la nature même du produit. Par exemple, la barre chocolatée, c'est elle qu'on lit le plus, où il y a des écarts, au moment où il y a des écarts géographiques entre les 2 points de lecture. Parce que c'est géolocalisé, donc on a calculé les distances. D'accord ? Et donc, on a fait différentes choses. Alors, une autre chose qu'on a fait, par exemple, on peut tracer des impacts qui varient dans le temps. Et c'est très intéressant de voir que, contrairement à la publicité qui arrose simultanément au même moment tout un territoire, en fait, ça s'étend. D'accord ? Et après, si je calcule les points moyens pour chaque période, je vois qu'il y a un déplacement vers le sud. D'accord ? Et ça montre aussi que c'est un mode de communication très particulier qui accompagne les produits. C'est les déplacements physiques, c'est-à-dire c'est lié à la logistique. Alors ça paraît rien de dire ça, mais ça évite des frustrations. C'est-à-dire que les gens ont l'information commerciale lorsque les produits sont là. Parce que la publicité, souvent, elle annonce, et puis après, en magasin, ça ne s'y trouve pas. Hein. D'accord ? Voilà. Donc, vous voyez, c'est un régime d'information commerciale qui est quand même très différent. Et puis, la dernière image, donc, elle sera très anonyme, ça concerne un produit très sucré. Et vous voyez, c'est une carte de France, donc c'est le nombre de logs par 1000 habitants, bien sûr, pour neutraliser les variations de population. Et vous voyez que si je prends des données publiques sur la prévalence de l'obésité, il y a une corrélation qu'on a calculée de manière mathématique, mais quasi parfaite en fait, entre le produit très sucré et la lecture et l'obésité, ce qui pose un vrai problème en fait sur les données personnelles. Parce que toutes les données sur lesquelles j'ai travaillé, en fait,
c'est des données qui sont très pauvres. Hein. Ça, je n'ai pas précisé, on n'a aucune donnée personnelle. C'est des données du téléphone, des données techniques. On connaît juste le nom de la marque du téléphone, est-ce que c'est un iPhone, est-ce que c'est un Samsung. On connaît le nom du navigateur, on sait à quel moment, à quel lieu. Et donc ça, pour la CNIL, je sais qu'il y a quelqu'un de la CNIL dans la salle, mais il n'y a pas de problème parce que ce n'est pas des données personnelles. C'est les données personnelles du téléphone. Et en fait, ceux qui savent bidouiller les données, bon, nous on essaye, on apprend, mais en bidouillant les données, en fait, c'est très facile de resocialiser des données qui sont des données a priori non personnelles. Et donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui. On a fait des trucs sur le droit animal, par exemple, pour d'autres de droit. Moi, je propose qu'on fasse la même chose pour les téléphones. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'on ne protège pas aussi les téléphones, parce que, alors on ne peut pas vraiment au niveau des personnes, mais dans les données de géolocalisation, on a la nomenclature INSEE de la ville. Donc sur la ville, par l'INSEE, j'ai des tas de données sociales, et donc en fait, je peux recalculer des corrélations sociales par le biais de la géolocalisation. D'accord ? Voilà. Donc vous voyez, des enjeux, c'est simplement pour mettre un peu des enjeux sur la table, sur des choses à faire. Et donc, je m'arrête là parce que c'est fini. Voilà. Merci beaucoup. Je sais pas si... Merci Franck Cauchois. Avant de se séparer, avant d'arrêter, juste un petit mot pour vous dire que déjà vous remercier d'avoir d'être restés nombreux finalement jusqu'à cette heure tardive. Et puis merci à tous les intervenants, merci à l'organisation. Je pense que ce colloque était très intéressant en ce sens qu'il pose de première pierre. Il ne traite pas toutes les questions, c'est évident. Il nous en laisse d'ouvertes. Je le souhaitais, ma foi, mon vœu est exaucé. Je vois bien quelques pistes, moi, qui se dessinent. Évidemment, on voit bien que ça dessine de nouveaux modèles de communication, de marketing. Il va falloir les creuser. On voit bien que ça dessine vraisemblablement de nouveaux modèles et de nouvelles modélisations de l'acte d'achat. Et on voit bien aussi et surtout que ça dessine peut-être de nouveaux comportements alimentaires, ce qui est le cœur de l'activité du Fonds français pour l'alimentation et la santé. Alors l'idée, c'est que peut-être aussi... ça dessine de nouveaux statuts nutritionnels de la population et peut-être de nouveaux problèmes de santé publique. Alors, l'idée, c'est qu'évidemment, on en est moins, si tant est que ces innovations-là comportent en elles-mêmes des valeurs de progrès, mais il est infiniment trop tôt pour savoir ce que seront finalement les effets profitables, les effets bénéfiques de ces évolutions technologiques, et à l'inverse, leurs effets délétères. On n'en sait rien, et il faudra sans doute un long moment avant de savoir un peu plus. Et en tout cas, moi, j'ai très envie qu'on poursuive dans le cadre du fonds ce travail, cette réflexion. Elle fera appel, évidemment, à beaucoup de sciences, à toutes les sciences humaines et sociales, me semble-t-il. Et comme je l'appelais en début d'intervention pour finalement pallier à l'absence de notre premier intervenant de l'après-midi, il me semble que tout ça va nourrir la réflexion du nouveau groupe thématique du Fonds français pour l'alimentation et la santé, dont l'axe stratégique ou dont le cœur de la réflexion est l'alimentation de demain, l'alimentation du futur, et avec cette question assez insoluble sans doute, qui est celle qui consiste à savoir si on est ou non dans le sens de progrès collectif, et puis s'en appelle une autre, parce qu'il y avait quand même dans cette salle des réactions, parfois de légers bruissements, des signaux faibles, sur le fait de savoir si finalement ces évolutions, telles qu'elles nous ont été présentées, sont réellement désirées. Est-ce qu'on en a totalement envie ? Est-ce qu'elles vont... Il y a eu des résistances en disant finalement l'étiquette, ça n'a pas été dit comme ça, mais ça voulait dire exactement ça, l'étiquette c'était beaucoup mieux. Donc est-ce qu'on a vraiment envie de ce chemin? Est-ce qu'on a envie de passer, se balader, de faire ses courses avec ça à la main? Moi, j'ai installé l'appli QR code bon, je m'amuse de temps en temps, mais franchement, je n'arrive pas à faire mes courses comme ça.
Voilà, donc peut-être question de génération, j'en sais rien. Mais en tout cas, je crois qu'il va falloir que progressivement, on réussisse à se mettre dans une perspective peut-être d'anticipation collective pour savoir quel modèle de consommation on veut, quel modèle de vie on veut, c'est très très large, et puis qu'on se demande si ce genre d'évolution technologique y répond, sert cet objectif, ou à l'inverse, nous complique la vie et nous amène vers des chemins dont on n'aurait pas envie. Eh bien, écoutez, merci infiniment d'être resté jusque-là, et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour un nouveau colloque dont je ne connais naturellement pas le thème. Merci à tous.